Queen & Pepper, c'est les ingrédients pour une vie familiale sans complexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Salut Marina. Bonjour Barbara. Ça va? Oui. Alors là, je suis dans ton cabinet. Et pour une fois, à Barcelone, tout à fait. Et pour une fois, je ne suis pas venue en tant que patiente. Super. Donc ça, c'est bien. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton passé et de savoir si c'était inné d'être ostéopathe pour toi ou c'était quelque chose qui est venu en cours de route. Ouais, c'était assez inné en fait. Donc j'étais enfant et je me suis bloqué les cervicales. Et à l'époque, on ne savait pas du tout prendre ça en charge. Donc du coup, on m'a envoyé aux urgences, chez le médecin, chez le kiné. Personne ne savait toucher les enfants. D'accord. Et un jour, on m'a dit « Oh, il y a une dame, elle est ostéo, je sais pas quoi, on va la voir. » Et elle travaillait comme je travaille aujourd'hui avec les enfants, c'est-à-dire sans craquement, en douceur. Et en 10 minutes, elle m'a libéré les cervicales. Et donc pour moi, révélation. Parce que c'était hyper récurrent. Non, c'était la première fois que ça arrivait. D'accord. J'avais jamais eu mal au cou. Ok. Voilà. Donc, voilà, j'ai voulu et ça, en c'était savoir à quel âge? J'avais 7 ans, 7 ans et demi. Allez, déjà 7 ans et demi, t'étais en mode... Ouais, j'étais passionnée. J'étais impressionnée qu'on puisse faire autant avec des mains, en fait. Et tu vois, quand t'es enfant, les douleurs, elles paraissent tellement fortes, et tu comprends pas, tes parents, c'est pas leur métier non plus. Parce que tes parents sont pas dans la médecine. Pas du tout. D'accord. Ils font quoi? Mais ils sont employés, les deux. Il y a un petit moment de doute, là. Non, ils sont employés, ils sont pas... D'accord, donc rien à voir. Donc c'était voilà. Vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui t'a un peu retourné quand même. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est surtout, j'ai aimé le fait que ça fasse pas mal. Ok. Tu vois? Ok. Et que ça soit doux. D'accord. Et après, alors dès que j'avais un peu de temps libre, je retournais la voir parce que je voulais apprendre à toucher, à voir. Donc très vite. Après, j'ai fait des stages chez elle. Quand tu dis qu'on avait un peu de temps libre, je m'imagine. Et je demandais à ma mère. je demandais à ma mère de me déposer là-bas pour aller voir. Donc et puis je la regardais. Incroyable. Et puis au fur et à mesure, jusqu'à 16, 17, jusqu'au choix de troisième, un classique. Voilà, je voulais faire ça, c'était sûr. C'était sûr. Et donc, je me souviens, à une consultation, tu m'as parlé que tu étais partie en Chine. Oui, j'ai beaucoup voyagé après. D'accord. Donc, tu as étudié l'ostéopathie. Voilà, pendant 6 ans. Okay. Et après, j'ai beaucoup voyagé parce que ça me fascinait, en fait. Ça m'intéresse beaucoup, les médecines alternatives. Je suis allée en Inde, je suis allée en Chine, je suis allée en Indonésie, je suis allée au Japon. Avec ton mari qui est aussi ostéopathe, ouais. Et voilà. Qui a eu le même parcours aussi que toi? Et qui a commencé par kiné, lui. D'accord. Ouais. Et c'était pareil, c'était inné pour lui aussi? Oui. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis venue à te rencontrer, en fait, parce que, voilà, j'ai eu ma petite. Au départ, c'est vrai que j'ai jamais fait... même pour moi, je me suis jamais vraiment... j'ai jamais appris de l'ostéopathie. Par contre, pour ma petite de 1 mois, je ne sais pas pourquoi, c'est venu de quelque part. Et tout le monde m'a dit, c'est super important... de faire de l'ostéopathie pour les bébés. Donc je me suis vraiment pas posé de questions et j'ai c'est rare. Ouais. Souvent les mamans elles ont peur, elles regardent sur internet. Non, c'est vrai que je sais pas, c'était quelque chose, alors peut-être instinctif. Je me suis dit déjà j'avais essayé une première session quand j'étais enceinte, mais j'étais pas très convaincue parce que clairement j'avais pas de mal de dos, j'étais bien. Mais pour Ellie, je sais pas, c'était quelque chose de peut-être à cause on va dire du trauma de l'accouchement, et je me suis dit que elle devait en avoir besoin, même si elle savait pas me le dire. Et donc j'ai été voir un premier ostéopathe et pendant 3 semaines on a été le voir et finalement je sais pas, on n'a peut-être pas forcément accroché, et puis tout d'un coup du bouche à oreille je suis tombée sur toi. Et je me rappellerai tout le temps, je crois que je devais avoir, Ellie devait avoir 1 mois ou 2 mois, et je crois que je suis venue avec une tête, mais de déterrée, complètement, de maman fatiguée, et ce qui m'a marqué en fait dans tes consultations, c'est que tu m'as posé des questions très très personnelles. Très à l'intérieur, voilà, ça m'a mué. Tu m'as posé des questions si j'étais heureuse d'être maman,
Donc quand on va à une session, on va dire, d'ostéopathie, c'est vrai surtout pour son enfant, on ne pense pas que tout d'un coup quelqu'un va nous poser tu es contente d'être maman surtout après un mois avoir accouché, avoir eu un tel bouleversement, et je me souviens tout le temps genre mais qu'est-ce que je peux lui répondre, est-ce que je dois lui répondre oui bien sûr je suis tellement heureuse d'être maman. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, c'est, je pense que la société veut qu'on réponde ça. Et intérieurement, j'ai essayé de contourner et gentiment, je t'ai répondu, avant, j'étais heureuse. Maintenant, je suis toujours heureuse, mais c'est plus compliqué. Donc c'était une forme, enfin, je me souviens, j'ai pris vraiment mon temps pour te répondre à cette question. Et c'est quelque chose qui, c'est vrai, qui remue et qui est hyper émouvant. Et pourquoi, toi, en tant qu'ostéopathe, tout d'un coup, tu viens déjà à poser la question aux mamans, à demander comment elles vont, voilà. T'as un peu ce côté un peu gourou, tu vois, un peu psy, un peu... est-ce que tu détectes quelque chose? Est-ce que... Eh ben, en fait, déjà, ce qu'il faut que tu vois, c'est que si la maman est bien, le bébé est bien. Et pour moi, c'est toujours surprenant quand une maman, elle arrive avec le grand sourire, tout va bien, je vais bien. Je pense que c'est compliqué de dire que tu vas bien après un accouchement. Moi, j'ai envie de dire, il y a un tsunami qui vient d'arriver. Et je t'ai posé la question à toi spécifiquement parce que je voulais que tu lâches. Il n'y avait pas besoin de masque ici, en fait. Oui, et quand les mamans, elles viennent, j'ai envie qu'elles me disent aussi que c'est dur. J'ai envie qu'on en parle, que c'est dur. C'est dur de pas dormir, c'est dur d'avoir mal, c'est dur d'avoir un petit être accroché à soi. En plus, toi, tu as allaité. Oui. Donc, c'est tellement fort et c'est tellement bouleversant que c'est pas une question de psy ou de gourou. C'est une question que c'est important que entre femmes, on puisse dire... Ok, oui, je suis contente d'être maman, mais waouh, c'est hyper dur. Oui. Et souvent, le postpartum, donc l'après-accouchement, les mères, elles sont très très seules. Et personne ne peut vraiment comprendre ce qu'on traverse. Oui, c'est vrai que c'était des questions qui étaient tellement... On m'avait jamais posé cette question. Et ben justement, c'est bien dommage. C'était bien dommage. Voilà, elle me pose cette question. Et l'enfant, il est relié à la mère. Donc si la mère, elle garde en elle... C'est normal qu'on en ait ras-le-bol. Au bout d'un mois, c'est normal d'avoir un ras-le-bol. Même si on aime plus que tout notre enfant, c'est normal de dire c'est hyper dur, des fois j'en ai marre. Des fois je me sens seule, j'ai mal, ma vie d'avant me manque, mon corps d'avant. Voilà, tout ça, je trouve qu'on doit le dire, c'est important. Et quand une maman elle lâche, qu'elle vient ici, qu'elle met des mots, bah ça lâche dans le corps du bébé. C'est aussi pour ça que jamais je fais une consultation sans que la mère... je puisse la faire parler. C'est presque plus important que la mère lâche que je pose les mains sur le bébé, presque. Parce que 50% du travail va se faire quand la mère, elle va s'ouvrir, elle va lâcher. Et il est très rare qu'une première consultation avec un bébé, une mère pleure pas. Et heureusement. Voilà. Très bien. Pourquoi l'ostéopathie, c'est tellement important chez les bébés? Pour plein de raisons. Déjà, il y a une des fondatrices de l'ostéopathie, une des plus vieilles ostéopathes, une américaine, Viola Freeman, qui disait que c'était très important de s'occuper de la pousse, la jeune pousse quand elle est flexible, pour qu'elle devienne un bel arbre. Et chez le bébé, plus on les voit tôt, et plus on a d'effets pour le futur, en fait, pour la suite. Donc, si on libère une mâchoire qui est en tension, si on libère un crâne qui est en tension, ben on peut éviter que l'enfant il ait des lunettes, un appareil dentaire. Je m'avance un peu en disant ça. Il y a quelques rares études qui ont été faites parmi les ostéopathes, mais plus on a un impact tôt et plus c'est fort. Et puis surtout, on évite au bout de chou d'avoir mal, quoi, d'être gêné dans son corps, plus que d'avoir mal même. D'accord. Donc tu conseilles... Je conseille dans les 15 premiers jours de vie. Si après une maman, elle peut pas, parce que, je sais pas, il y a une césarienne, elle peut pas se lever, elle a personne pour l'accompagner ou X chose, et que c'est au bout d'un mois, c'est pas grave. Mais les 15 premiers jours, c'est optimal. Et donc, tu ne manipules pas? Enfin, non, il n'y a pas de manipulation. Mm-hmm. Manipulation, ça sous-entendrait craquement. D'accord. Ça sous-entendrait forcer une structure. Mm-hmm. C'est absolument pas le cas chez un enfant, au contraire. Les tissus sont extrêmement mous, le crâne il est malléable, on n'appuie pas dessus, on ne fait pas craquer, même s'il y a des ostéopathes qui font ça, mais je suis absolument pas d'accord. Pour moi, l'ostéopathe qui manipule un bébé comme une femme enceinte, comme une femme
de 70 ans, c'est avec douceur et avec beaucoup de respect des tissus sous la main. D'accord, ok. Et donc, parfois, enfin, je sais que tu touchais Ellie et tu me disais, par exemple, par rapport au lait, tu m'as tout de suite demandé quel lait je donnais. Donc, au départ, j'ai allaité. Ouais. Et après, au bout de 5 mois, j'ai arrêté parce que mon corps et moi-même, mentalement, je pouvais plus. Et ça, c'est très beau. Ça, je peux que t'encourager pour ça. Donc, en gros, j'ai choisi, de passer au lait infantile. Et donc, en quoi c'est important d'avoir un lait infantile de qualité? Pour plusieurs raisons. Parce que malheureusement, la plupart des laits vendus en pharmacie, moi j'ai touché, on va dire, 4000 ventres de bébés. Donc au bout d'un moment, ma main elle est éduquée à un ventre qui est souple et un ventre qui est gonflé, un ventre où il y a des zones qui sont plus dures. Et je demande toujours, quand je trouve que ce ventre est un peu dur, les coliques c'est autre chose, mais je demande toujours si le lait, quel lait les mamans vont prendre. Est-ce que c'est un lait biologique? Est-ce que c'est un lait sans lactose? Et puis je connais les marques, donc je demande toujours quelle marque. Mais je vois un bébé qui se tortille, je vois un ventre dur, je vais poser la question systématiquement. Voilà, une acné du nourrisson qui est persistante, beaucoup de croûtes de lait, un bébé qui se réveille beaucoup la nuit pour manger. Je vais pas en premier questionner le lait, mais je vais beaucoup le questionner, ouais. D'accord. Et au niveau de l'allaitement aussi, est-ce que tu penses que le fait que on doit faire attention, nous, mamans, à ce qu'on mange, pour moi, forcément, comme je suis dans l'alimentation saine, ça coule de source, mais je pense qu'il y a des mamans, pas forcément, et donc ils font pas forcément attention à ce qu'ils mangent. Est-ce que toi, justement, tu trouves ça aussi hyper important, justement, d'avoir une alimentation très saine pour avoir un bébé? C'est fondamental. Je pense que dans le bon sens commun, on sait qu'une maman qui va manger du fast-food pendant qu'elle allaite, je pense que ça viendra à l'idée d'aucune maman. Mais bien manger, tu sais comme moi que c'est un terme très vaste. Et je pense qu'il y a une alimentation spécifique pendant l'allaitement. Il y a beaucoup de livres qui sont en anglais, il y en a très peu en français, très peu en espagnol, mais beaucoup de livres non traduits encore qui parlent de cette alimentation optimale pour l'allaitement. Et moi, je conseille beaucoup le livre de France Guillain, qui s'appelle J'allaite mon enfant, où elle donne beaucoup de conseils, notamment sur comment enrichir son lait. Tu te rappelles, je t'ai demandé, voilà, le miam aux fruits, mais je t'ai aussi dit que ton lait il devait être crémeux. Ça voulait dire que ton alimentation a été suffisamment bonne, suffisamment riche, pleine de bons gras, comme elle en parle souvent. Oui, c'est vrai que tu m'avais demandé quelle est la couleur de ton lait, Barbara. Exactement. Et j'étais genre, c'est quoi la couleur? Et encore une fois, à chaque fois que j'aime bien, c'est tu nous poses, à mon avis, plein de questions. Et je suis là genre, c'est quoi la bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Je crois qu'il est blanc. Bonne réponse. Je crois qu'il est jaune. C'est surtout la texture et l'épaisseur. Tu vois, s'il est plutôt vers le transparent ou plutôt vers le blanc crème. Voilà. Et donc toi, tu m'as dit, non, Barbara, faut que, pour que Ellie, on va dire, dorme bien, ou mieux, il faut que son lait soit crémeux. Voilà. Alors, il faut que tu produises comme de la crème fraîche. C'est des expressions de France Guillain, c'est pas de moi. Mets ça sur le dos de France Guillain. Oui, mais j'adore. En même temps, ça fait vraiment sens. Donc, qu'est-ce qu'on conseillerait alors pour avoir justement ce fameux lait crémeux? France Guillain, elle parle beaucoup de manger des bonnes graisses. Donc, les bonnes graisses, c'est beaucoup dans les noix, les graines, l'avocat, le saumon, évidemment biologique, de préférence la truite en France, qu'on n'a pas ici en Espagne. Évidemment une alimentation biologique avec beaucoup de choses crues et vivantes, hein. C'est pas le brocoli qui reste, et encore le brocoli c'est pas top pendant l'allaitement. Je vais prendre l'exemple de la carotte qui est dans le frigo depuis 3 semaines. C'est sûr qu'il faut qu'il soit frais, qu'il soit de préférence locale, c'est même très très important. Mais voilà, c'est surtout une alimentation vivante, préparées au moment. C'est pas j'achète des carottes auxquelles elles ont été coupées par Picard, elles sont bio, c'est pas la même chose. Même si je ne suis pas contre le surgelé. Ça aide très bien. Ça aide pour le last minute. Voilà. Mais c'est surtout, moi je conseille beaucoup les graines, les noix et les crèmes d'oléagineux. Tu vois, il y a une marque, je peux citer une marque, tu ne m'en veux pas. J'aime bien les crèmes de Jean Hervé, tu vois, qu'on trouve au magasin bio en France, de crème de cajou, crème d'amande, crème de noisette, crème de courge, de graines de courge, etc. Et ça, dans l'alimentation, c'est très 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 important.
En plus de ça, le miam aux fruits. Le miam aux fruits de Franck qui est une merveille, voilà. Et je pense que on peut commencer à le donner à partir de 1 an. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais, 1 an et demi, je crois. 1 an et demi. Donc je crois qu'il va falloir que j'attelle Ellie à ce petit déjeuner. Ouais. Et puis on sait que la banane écrasée, elle en parle beaucoup et plus digeste. Voilà. Et pas mal d'huile de sésame, d'huile de colza, biologique. Colza ici à Barcelone, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a eu des petits soucis. Des petits on a presque terminé. Donc des petits conseils que tu pourrais donner aux mamans. Oh là là, ça dépend sur lesquels. Écoute, les plus importants, et tu peux m'en donner 10 ou 20, voilà. D'accord, on va y passer la soirée. Le premier, c'est que pour moi, c'est très important que chacun retrouve son rôle, dans le sens, je trouve que la maman doit être totalement et inconditionnellement épaulée par le papa. Je trouve que c'est très important de parler avec le papa pour qu'il soit totalement focus sur la mère et pas sur le bébé. Des fois, ça, c'est compliqué. Et ouais. Et pourtant, compliqué. C'est optimal. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. La première année après avoir accouché, on est très fragile, très vulnérable, pour plein de raisons, biologiques, mécaniques, psychologiques. Il faut un papa qui soit solide à côté, qui se mette un peu de côté, qui masse la maman, qui lui fasse à manger, qui l'écoute pleurer, qui la juge pas, qui fasse le cocon dans la maison, qui fasse pas venir tous les copains en permanence. Voilà, ça je dirais que c'est le meilleur conseil. Ouais, ben justement on en avait parlé sur le podcast du Baby Blues avec Alice. C'était un petit moment qu'on avait parlé et justement elle a eu 2 Baby Blues. Et donc je lui ai posé la question si c'était une partie, et s'il y avait une partie de remise en question de son mari qui l'avait pas assez épaulé émotionnellement, et elle m'avait répondu que oui, que au niveau qu'il avait bien sûr épaulé sur plein de domaines. On pense tout de suite aux tâches ménagères à la maison, à s'occuper du premier enfant par exemple, mais au niveau des pleurs, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué, et il y avait même elle m'expliquait qu'il comprenait pas du tout, parce que le premier enfant en fait elle savait, pour lui elle savait comment ça allait se passer, et donc forcément pour le deuxième c'était beaucoup plus facile. Donc là, c'est vrai que c'est comique que tu me parles de ça, parce que c'est un sujet qu'on a abordé au niveau des pleurs aussi. Tu m'avais conseillé aussi un bouquin. Ouais. Je me rappelle plus le titre. L'accompagnement des pleurs de Aletta Solter. Oui. Qu'on retrouve en français ? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Principalement, même plus qu'en espagnol. Ouais. D'accord, parce que moi je l'avais acheté en anglais. D'accord. Mais oui, bien sûr, en français. Et donc nous on a appliqué aussi cette méthode avec Ellie, justement que c'était le papa qui devait épauler les pleurs le soir. Bien sûr. Ça nous a vachement aidé. C'est bien, tant mieux. Donc c'est par rapport aux pleurs, les parents sont souvent perdus. Tu as la méthode de ceux qui vont laisser pleurer l'enfant seul, c'est plutôt ce qu'on appelle l'approche estivile. Je le cale, je laisse pleurer dans son lit. Moi, je suis assez opposée à cette méthode, jusqu'à ce que, entre guillemets, l'enfant cède et comprenne que quand il est dans son lit, il doit dormir. Et puis la méthode de tant pis, je fais dormir l'enfant avec moi, quitte à me priver de mon sommeil, et je me mets de côté totalement au profit de l'enfant. Et moi, je pratique cette méthode, et je la connais depuis longtemps, la méthode d'Aletta Solter, qui est vraiment cet accompagnement des pleurs, de pas en avoir peur. Que comme quand toi ou moi je vais pas bien, voilà, j'ai envie qu'on me tienne la main et qu'on me dise t'inquiète pas, ça va, pas qu'on me dise chut ou qu'on m'écoute pas. Voilà. Donc l'accompagnement des pleurs par le père, et puis l'accompagnement du père pas que sur les tâches ménagères, parce qu'on peut demander une femme de ménage mais surtout l'accompagnement du père qui soit solide. C'est pas le moment de penser au compte en banque. C'est pas le moment de lui parler de politique. C'est pas le moment de sortir voir ses copains c'est le moment où il doit être présent, solide, attentionné. C'est son rôle. C'est ses 9 mois à lui. C'est comme ça Donc il faudrait aussi que avant qu'on fasse du coaching de papa. Du coaching de papa. Pour eux aussi, je pense que ça serait important, même avant d'avoir accouché. Bien sûr. Justement, qui se préparent à ça, à ce coaching de pleurs, autant pour nous que pour le bébé. Parce qu'il n'y a pas une maman
qui n'a pas pleuré durant les premiers mois. Bien sûr. Et qui n'a pas craqué. Bien sûr, heureusement. Et qui, moi je me souviens aussi, j'étais... mais je me retrouvais plus. Je retrouvais plus la Barbara d'avant. Elle était plus là pendant un moment. Voilà. Donc il fallait qu'elle revienne. Et c'est vrai que moi c'était grâce au travail plus ou moins, c'était un peu mon échappatoire, on va dire. Et voilà, mais c'est vrai que moi c'est pareil. Pete était très présent sur les tâches ménagères durant les premiers mois, mais c'est vrai qu'autant ils comprennent pas ce que forcément nous on ressent, et des fois c'est peut-être un peu dur de savoir comment communiquer et qu'ils comprennent pourquoi on a ces pleurs, malgré que nous par rapport au bébé on peut mettre des mots, mais avec les hormones, avec tout ce qui se passe, c'est un peu un chamboulement dans notre tête, et on a peut-être du mal aussi à mettre des mots sur ça. Donc effectivement il faudrait un coach pour futur papa ou jeune papa. Ça existe en fait, on dit coach, la formation de coach elle est pas très bien encadrée en France, en Espagne, mais moi c'est surtout il y a des très bons psychologues partout en Europe qui peuvent soutenir une maman pour qui c'est difficile. Ça serait mon deuxième conseil. Je sens que c'est difficile, j'ai plus mes repères, je sens que le tourbillon, ça commence à me faire tourbillonner justement. Il faut demander de l'aide, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Alors par contre c'est pareil, le mot psy, ça devient de moins en moins tabou, mais ça n'empêche que quand on dit psy à un homme, bien sûr, c'est dur. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est mieux, le coaching. Le coaching. Voilà. Heureusement, il existe quelques livres pour les papas. Voilà. Est-ce que tu as des livres comme ça à nous recommander aussi ? Je me rappelle pas des auteurs, mais il y en a un qui s'appelle Devenir père, qui est en français. Il y a aussi un pédiatre assez connu qui a beaucoup écrit sur le rôle des pères. Il faudrait que je te les redonne. Oui, tu me les redonnes et puis biblio. Ouais. Et il y a un très bon livre, justement pour les mères, qui s'appelle Féminité et maternité de Gasquet aussi, que je recommande énormément, qui est une merveille à lire après l'accouchement. C'est vrai que quand j'étais venue à plusieurs de tes sessions, je suis repartie avec plein de listes de livres. Tout à fait. C'est de très bons amis, les livres. Ça ment pas, on apprend beaucoup. Ils sont là à chaque instant. Après, c'est vrai que j'ai dû, avec le sélectionner. temps, c'est ça. Donc, tu les achètes sur Amazon, ça t'arrive très vite. Et là, il faut sélectionner avec le temps que tu as, si tu veux une sieste ou si tu veux lire un petit peu. Mais c'est vrai que les bouquins, ça t'aide pas mal, en tout cas, pour justement dormir mieux. Bien sûr. Et pour que ton couple, en tout cas, bien sûr, arrive à traverser cette nouvelle étape. Tout à fait. Donc, écoute, c'était super. Merci beaucoup. T'as une page internet, en tout cas ? Oui, notre site, c'est Maleco Ostéopathia Barcelona. Voilà, .com. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Barbara. Et peut-être à très vite. À bientôt. Pas tout de suite, tu vas bien. Non, tout va bien. Ellie aussi. Ellie aussi, elle pète la forme. Merci, Barbara. Merci. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!